Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Touche à tout et hybride. Alors vous savez, Touche à tout et hybride, c'est quand même une chronique que j'adore, une émission que j'adore faire avec Audrey Chapeau. Bonjour Audrey. Bonjour Alain. Et c'est Philippe qui est, on va dire, la star du jour. C'est comme ça qu'il faut t'appeler, Philippe? La star du jour? Non, non, je préfère être sous les étoiles qu'être une étoile, moi. Donc, bonjour. Salut à Bonjour tous. Philippe. Alors, Bonjour, Audrey. avant que, comme d'habitude, Audrey fasse la présentation de notre invité d'aujourd'hui, moi, je vais juste lire quatre mots que je vois devant moi. C'est les quatre mots qu'on trouve sur le site internet de Philippe, où il y a marqué attention, initier, transmettre, partager, accompagner. Bon, ben voilà. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, c'est toi qui prends la main, Audrey. Là, tu me laisses tout le boulot. Vous savez comment dire la philosophie relativement ça. Pourquoi faire soi-même quand on peut laisser faire les autres? Donc, je te laisse faire, Audrey. Salut, Audrey. Bonjour à tous. Bonjour Philippe. Donc, je suis très heureuse que Philippe soit notre invité aujourd'hui parce que touche à tout. C'est quelqu'un qui a exercé, alors spontanément, je dirais 1000 métiers. Il me dira, mais non, pas tant que ça, mais quand même un certain nombre d'activités professionnelles en tous les cas. Et puis, c'est quelqu'un qui a voyagé, qui aime marcher. En fin de compte, quand on l'écoute, ce qu'il synthétise plutôt, c'est marcheur, avant tout. Tout le reste, on a l'impression que ça gravite autour de ce terme marcheur. Pas juste une rando, hein, marcher comme un acte engagé. Donc, il va tout nous expliquer. Et donc, au milieu de ces 101 métiers, activités professionnelles, c'est un Alsacien à l'origine Il qui a est le droit. Hein. parti pendant des années au Canada, qui a quitté l'Alsace pour le Canada, qui après X années au Canada est revenu en Alsace. Il a vécu notamment au Canada ce qu'on appellerait une success story avec une boulangerie. Voilà, donc quelque chose de nouveau sur place qu'il a initié, fait connaître dans son environnement. Et puis, du jour au lendemain, presque, ou pas, on verra, il a tout laissé tomber pour partir avec un sac et puis quelques éléments autres, une bonne paire de chaussures, un chapeau, pour partir marcher, et pas n'importe comment. Donc, il a fait des centaines et des milliers de kilomètres à pied, notamment Saint-Jacques-de-Compostelle, mais à l'envers, histoire de le faire d'une autre manière. Donc, pourquoi, comment, tout ça, ça m'intéresse. Voir comment sa vie personnelle et ses choix professionnels se sont entremêlés, entrechoqués, ont pu dialoguer les uns avec les autres. Et puis, qu'est-ce qui en ressort aujourd'hui avec le recul de tout ça? Comment est-ce qu'il fait ses choix aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour lui? Voilà. C'est surtout ces points-là que j'avais envie de l'entendre et de vous faire partager son expérience. Et toi aussi, Alain, avec toutes les questions que tu vas pouvoir lui poser, bien sûr. Bon, moi, je commence tout de suite. Dis, Philippe, qu'est-ce que ça veut dire, il est alsacien? Écoute, l'Alsacien qui est en moi donne à l'Alsacien un côté un petit peu carré, mais je dirais très ouvert sur le monde. L'Alsace a toujours été une terre de tradition et surtout une terre de passage. Et je pense que les Alsaciens ont au fond d'eux cette tradition d'accueil, mais aussi cette tradition d'ouverture aux autres, de retour à la terre mère, terre nourricière, si on connaît un petit peu, si on connaît un petit peu son histoire. Mais je pense que les Alsaciens ont essaimé partout à travers le monde. Il y en a des plus connus que d'autres, mais que chacun a réussi à mettre l'Alsace un petit peu sur la map, comme on dit en Amérique du Nord et au Québec. D'accord. Ce qui fait que tu es parti pour revenir. Je pense que le terme revenir, il est important dans ma vie. C'est le revenir aux sources, mais aussi c'est le revenir à soi. C'est quand j'ai eu tendance à m'oublier, il y a eu des événements physiques, physiologiques ou de pertes qui m'ont permis de revenir à moi. Donc le revenir est important dans ma vie. Le partir est important, mais le revenir l'est aussi. D'accord. Ton Et donc, sur parcours,
au départ, pardon, ton parcours au départ, hein, c'était quoi? Très très jeune, tu te dis, un jour, je partirai d'Alsace, un jour, j'ai envie d'aller découvrir toute la planète. Autour de 9, 10 ans, je voulais être explorateur, D'accord. aventurier, archéologue. Et à chaque fois que je prenais un 0 en maths, on me disait que je serais bon nulle part. Donc, il y a un moment, mon grand-père, qui avait été boulanger, m'avait dit les gens mangeront toujours, donc apprends un métier. Et je suis rentré en boulangerie à 15 ans et demi, où j'ai découvert le monde du travail après qu'une professeur, une prof de français en troisième, lorsqu'on a émis nos vœux, et que j'avais écrit sur la feuille que je voulais être boulanger et qu'elle m'avait gardé à la fin de la liste des copains et copines de cette classe, avait dit, ben voilà, Philippe, apprenti boulanger, en fait, vous avez devant vous le portrait typique d'une vie ratée. Ça démarre bien. Voilà. Voilà. À partir de là, ben, quand tu as 15 ans et demi, tu te dis, bon, ben, c'est la première claque que tu prends et puis après, tu l'oublies. Mais à chaque fois que dans ma vie, il s'est passé des choses assez exceptionnelles, oui, j'étais apprenti boulanger, j'ai quitté l'école après le BEPC, mais j'ai repris mes études quelques années plus tard. J'ai fait une école de commerce, j'ai un bac+2 et ensuite, à 36 ans, je suis rentré en andragogie à l'Université des sciences humaines de Strasbourg pour faire un diplôme universitaire de formation, de responsable de formation. Et lors de mon premier grand oral, j'ai sérieusement pensé à elle en me disant, j'ai peut-être mis quelques années de plus, j'ai mis 20 ans de plus que quelqu'un, voilà, mais j'y suis. Et merci de m'avoir mis cette claque-là. Je ne l'ai jamais oublié, mais il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de regret, il n'y a rien, il n'y a pas de colère. C'est simplement que je pense qu'elle fait partie des personnes qui m'ont mis un coup de pied au cul ou une claque, qui m'ont permis de me relever, quoi, toujours. C'est quoi, Et de découvrir, Oui, vas-y, et découvrir. et de découvrir une chose primordiale dans ma vie, c'est l'instinct. C'est quoi l'andragogie, s'il te plaît? Parce que alors, je connais pas. C'est la formation d'adultes, c'est la formation des adultes. Voilà. D'accord, ok, d'accord. Donc, prise de conscience très tôt de cette différence, le fait d'être différent des autres. Et puis après, j'y vais, je te dis. Puis après, de déployer ses ailes. Je veux dire, j'ai été boulanger en Alsace, apprenti. Ensuite, je suis parti travailler comme ouvrier boulanger en Suisse. J'ai vendu un peu tout et n'importe quoi. J'étais à l'armée. Enfin bon, voilà. Et puis derrière ça, il y a une envie de retourner à l'école pour apprendre un petit peu ce qui se passe de l'autre côté du comptoir, c'est-à-dire pas seulement la production, mais aussi la gestion, le marketing, ça me passionnait. J'avais lu le bouquin de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. J'avais trouvé ça extraordinaire. Donc voilà. Et voilà. Et ensuite, je me retrouve en Bretagne. Je travaille en Bretagne. Je travaille à Paris. J'ai sillonné la France. Dans différents métiers, que ce soit des petites entreprises ou des groupes, des grands groupes. Et puis un jour, l'université à 36 ans et mon fil rouge a toujours été la boulangerie. De toute façon, j'ai toujours aidé des copains qui avaient besoin, mais j'ai abandonné le métier sans le perdre de vue. Dis Audrey, les gens en France ou au Canada, ce sont les mêmes, ils agissent de la même manière, ils se comportent de la même manière, ils sont tous touche à tout et hybrides. Parce que bon, à un moment donné, il va falloir qu'il explique pourquoi il est parti au Canada. Mais... Non, mais c'est marrant, toi, avec tes questions posées en 3 secondes et j'ai que 10 secondes pour y répondre alors que ça demanderait 2 jours complets. Alors, je fais court. Un Français ou un Canadien ou un Chinois ou n'importe, c'est avant tout un être humain. Donc, il y a une partie qui est totalement similaire. Et comme je le disais dans mon livre, nous sommes tous fondamentalement des touche-à-tout, sauf que beaucoup d'entre nous l'ont oublié. Et nous avons été conditionnés à être monotâches, alors qu'en fin de compte, notre nature, je mets ça entre guillemets, parce que pour un anthropologue, c'est un terme qui est un petit peu particulier, fondamentalement, on est touche à tout. Et en même temps, on est extrêmement différent en fonction des cultures nationales ou locales, on va dire, parce que des particularités de fonctionnement local et culturel modifie, oriente, colore nos comportements, notre état d'esprit, nos logiques de pensée, nos croyances.
Et c'est pour ça que certaines personnes vont être très à l'aise en allant vivre au Canada et d'autres, ça ne va pas du tout leur réussir et vont dire non, ce n'est pas du tout fait pour moi. Donc, il y a une partie qui est complètement similaire et une partie qui est différente, comme on trouve partout et comme on trouve aussi entre un rural et un citadin ou entre quelqu'un du nord, quelqu'un du sud. Enfin, voilà. Ils s'en sortent bien. Hein. Philippe, instable, polyvalent, insupportable, découvreur, explorateur, comment est-ce qu'il faut te définir? Tu pars comme ça. En fait, c'est pas que je suis parti comme ça, c'est que je crois quelque part que il y a peut-être à l'origine de tout ça, il y a peut-être une frustration de l'apprentissage. Je suis quelqu'un qui a eu envie d'apprendre très tôt. J'ai lu, voilà, j'aime lire, j'aime écrire et j'aime apprendre. Mais dans le mot apprendre, il y a envie de comprendre comment on apprend aussi. Et je pense que quelque part, je suis quelqu'un qui a été un petit peu un trublion dans ma famille, où à chaque fois que je changeais de métier, même avec des postes, j'ai eu des postes cadres extraordinaires, je pouvais passer, moi, d'un salaire de cadre sup, à simplement aller aider un copain pendant quelques mois parce qu'il avait besoin de quelqu'un et je quittais mes emplois pour faire autre chose. Donc, je me suis jamais posé la question, mais j'ai toujours eu envie de découvrir les choses. Et que ce soit en France, que ce soit en Europe ou que ce soit à travers le monde, les cultures m'intéressent, la langue, les langues m'intéressent, l'humain m'intéresse. En fait, c'est l'humain. Et en même temps, je pense quelque part au fond de moi, c'est d'avoir cette envie de savoir qui j'étais et de continuer à essayer d'apprendre qui je suis à travers ces expériences multiples. Alors, ce que je trouve qui est très intéressant, on va revenir après sur qui tu es ou essayer de trouver qui tu es, voilà, comprendre ce personnage particulier. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est la manière dont ta curiosité a pris le dessus sur le confort de vie. Hein? Ce qu'on retrouve aujourd'hui énormément avec des personnes qui ont plein d'idées, qui ont plein de rêves, mais qui restent attachés, coincés, un petit peu empêtrés dans des manières de vivre, dans un modèle de réussite professionnelle, dans plein de choses culturellement construites. Et toi, et on en a déjà parlé en face à face, ce que j'apprécie chez toi, c'est la manière totalement décontractée et naturelle que tu as de montrer par ton expérience réelle, vécue, que le fait d'avoir renoncé à un certain confort t'a donné un autre type de confort qui est notamment la liberté de faire ce que tu as à faire. Alors, avec des difficultés, hein, on est d'accord, mais… Bien sûr. Bon. Et ça, je trouve que c'est vraiment… toi qui aimes dire aussi que tu es un passeur d'expérience, hein, c'est un terme qu'on retrouve sur ton site. Passeur d'expérience, pourquoi? Parce que toi, tu l'as vécu. Ce n'est pas de la théorie, tu vas blablater parce que ça fait bien. Tu es passé par ces étapes-là. Et ça se ressent. Tu le dégages, ça, de ton personnage, de ton personnage authentique, hein, pas de ton personnage construit, de ta manière de parler. Ça s'entend, ça. Et ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement chouette et rare dans notre société actuelle. Encore trop rare, en tout cas. Donc, tu n'es pas une exception, mais tu ne fais pas partie de la majorité des personnes qui ont accepté de laisser tomber ce confort pour passer à autre chose. Je te laisse en voix. Je peux en profiter pour demander pourquoi tu as donné ce titre à ton livre. Audrey, tu as le livre à côté de toi. Le poids du sac. Comment est-ce qu'il faut l'entendre? Comment est-ce qu'il faut le comprendre? En fait, moi, je suis un marcheur. Je pense que je suis un marcheur depuis tout petit. Mais avant de marcher, j'ai beaucoup couru. J'ai couru plusieurs dizaines de marathons, d'ultra-raids, trail, etc. Après avoir arrêté de fumer. Mais je suis un marcheur dans l'âme. Et un jour, je suis parti.
ma première randonnée, je pense qu'elle a fait 2 ou 3 semaines. Je suis parti apprendre ce que voulait dire partir en randonnée, mais en randonnée, pas d'une journée, en randonnée sur plusieurs jours, en étant autonome, en ne sachant pas où dormir, enfin, etc., etc. C'était dans le début des années 90. Et puis, petit à petit, j'ai fait des chemins, j'ai découvert la France profonde, j'ai dormi là où je pouvais. Et puis, voilà, dans le cadre de mon université en sciences humaines en 98, j'ai décidé de reprendre cette longue marche et j'ai fait Strasbourg-Compostelle à pied. Voilà. C'était en 98, c'était 2400 km. C'était la découverte de la très, très longue randonnée en me mettant en situation tous les jours, en me réveillant le matin au fond de ma tente, enfin, ou à la Belle Étoile, et en me disant, ben voilà, maintenant je vais à gauche et je vais vivre avec ce que je trouve. Et en fait, c'est cette notion du marcheur léger, parce qu'on apprend du sac trop lourd. Le poids du sac, c'est la peur qui nous fait mettre des choses dans notre sac. Et petit à petit, ben, le poids du sac, il s'est allégé. Et puis un jour, voilà, je fais des petites… je vais peut-être un petit peu, je vais raccourcir un peu, mais j'ai fait un épuisement professionnel assez sévère avec mon entreprise et je suis parti marcher. Voilà, en quelques semaines, j'ai pris la décision de lâcher mon entreprise, la vingtaine d'employés qui étaient présents, de confier les clés à mon associé, d'embrasser mon petit garçon et de m'en aller. Et au bout de quelques jours, je me suis rendu compte que j'étais de nouveau parti trop lourd et le poids du sac a fait partie de ces moments-là. Le poids du sac, c'était une permanence. C'était dans ce sac, il n'y a pas que le poids physique, il y a le poids moral, il y a le poids de tout ce qu'on emmène. Et petit à petit, la longue marche a fait que j'ai sérieusement allégé les choses et j'ai compris que on avait besoin de pas grand-chose pour vivre, voilà. Et le poids du sac a fait part. Ça a été une évidence pour moi que enfin j'allais oser déposer un manuscrit, écrire un livre et ne plus donner à lire que les quelques phrases ou les quelques chapitres que je donnais ou les quelques lettres, parce que j'aime écrire, j'envoie encore des lettres moi. Donc aux amis et tout ça, j'avais vraiment envie qu'on me lise pour une histoire. Et le poids du sac était véritablement l'évidence de ce livre. C'est marrant dans ce que tu dis parce qu'il y a un mot que j'ai entendu et que je retiens, c'est le mot « enfin ». Ah oui, enfin être. C'est très particulier. Je pense que j'ai une vie professionnelle qui est… Alors, il y en a qui pensent que je suis instable, riche. Moi, j'ai cherché des expériences. J'avais pas envie d'être dans un cloisonnement. J'ai jamais hésité de changer, de partir, de me faire licencier. Ça n'a jamais été des choses négatives pour moi. Ça m'a permis de voir la vie autrement et de chercher autre chose. Mais le « enfin », c'est être enfin moi. Et je pense que je suis enfin Philippe depuis cet épuisement professionnel, ouais, en 2015. Et le passeur d'expérience est né de là. Mais Audrey, quand les gens vont écouter, l'entendre, ils vont tous se jalouser là, parce que ça veut dire qu'ils se donnent le droit de faire en fait. Alors que d'autres… Oui, mais c'est ce qu'on répète sans arrêt. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément s'y prendre de cette manière-là. Ça, c'est la manière de Philippe. Il y en a d'autres pour lesquels ça ne passera pas par la marche. Il y en a d'autres pour lesquels ça passera par d'autres voies. Il se trouve que Philippe, ça passe par la marche et c'est passé par l'épuisement professionnel à un moment. Ce n'est pas une voie unique, hein, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'analogie entre le poids du sac, titre de son livre, et ce qu'il a vécu, avec le poids de nos vies. Et ça, c'est valable pour nous tous. Et aujourd'hui, avec cet effet Covid qui nous pèse depuis 2 ans aussi, sans revenir sans arrêt là-dessus, enfin, moi, je le vois avec toutes les interactions que je peux avoir au quotidien d'un point de vue professionnel. Ce poids du quotidien nous pèse. Et donc, chacun a besoin de trouver une manière de s'alléger, de délester
de délester comme il le peut au quotidien. Donc, pour certains, ça va être changer de métier. Pour d'autres, ça va être partir à l'étranger pour des expériences X ou Y. Il y en a d'autres, ça va être un défi sportif, peu importe. Il se trouve que Philippe, c'est la marche et l'écriture. Oui, complètement. Marcher, écrire. Écrire, marcher. Voilà. Ouais, voilà. C'est vrai. C'est ça. Et on voit bien que c'est à la fois un voyage sur le terrain, des kilomètres, parce qu'il faut se les avaler, les kilomètres, hein. Et c'est en même temps un voyage intérieur. Forcément. C'est un vrai lâcher-prise, en fait, au moment où j'ai ma première longue marche, parce qu'il y en a eu, il y a eu des 500, 600 kilomètres avant, mais dire aux quelques amis, je vais partir pour 2400 kilomètres, donc ça c'était en étant 98, à l'époque où Compostelle, il y avait pratiquement personne sur les chemins. Enfin bon, on était quelques 10 000 à cette époque-là, 300 000 il y a 2 ans, donc on ne parle plus de la même chose. Se donner cette prétention-là, je ne suis pas parti, moi, par le Piémont des Vosges, je suis parti par les Chaumes. J'ai dit, si je traverse les Vosges en autosuffisance et en autonomie pendant les 6 ou 7 jours que j'ai devant moi, j'irai au bout. Et c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai lâché prise au bout de la 3e semaine. Alors ça, c'est très particulier. Moi, j'ai une première semaine où je souffre, une 2e semaine où je soigne et une 3e semaine où je libère. Après ça, tout va bien. Donc, à moins de 3 semaines, tu n'es pas dans ton rythme de croisière. Oui, j'ai pas compris ce que tu veux dire par j'ai lâché prise à la 3e semaine. Ben, en fait, ce qui est amusant, c'est que je me suis rendu compte que moi, j'étais véritablement, c'est dans la 3e semaine où je me sens véritablement un marcheur. La première semaine, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux hanches, j'ai mal au dos, j'ai mal partout. La 2e semaine, je me soigne physiquement, je me soigne. C'est comme, voilà, j'applique des baumes de toutes sortes. et la 3e semaine, il y a comme un moment, j'ai l'impression qu'il y a une porte qui s'ouvre et que je suis dans le… Voilà, je ne dis pas qu'il ne pourra rien m'arriver, mais cette 3e semaine, elle est assez exceptionnelle. À partir de la 3e semaine, dans la 3e semaine. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, mais c'est normal, une cellule met 21 jours pour se régénérer. Donc, à partir de là, je me suis dit, tiens, peut-être que c'est ça. Tu avais été au bout de la purification de tes premières cellules qui étaient trop lourdes. Probablement. Mais c'est le marcheur en moi. Moi, je suis un marcheur d'instinct. Je ne prépare pas beaucoup mes randonnées. Je suis du genre à ramasser mon sac, à mettre ce qu'il faut dedans et puis à me dire, bon, allez, je pars par là, puis on verra bien combien de temps ça dure. En 2015, je suis parti de Compostelle à l'envers. Il n'y a pas beaucoup de gens à ce moment-là qui avaient déjà fait le chemin à l'envers, hein, parce que la plupart des gens y vont, mais ils ne reviennent pas. Enfin, ils reviennent en avion, en train, en voiture ou en bus. Mais moi, j'ai décidé de repartir de Compostelle, mais sans me dire que j'allais marcher 4500 km. C'était une ineptie totale. Les premiers jours de marche ont été terribles. C'était un abandon total. Mais 172 jours plus tard, je posais mon sac et j'avais marché 4500 km. Voilà. C'est quoi la niaque ou la motivation qui donne envie d'aller de l'avant tous les jours, de se lever le matin, de faire ses kilomètres et tout? Parce que quand tu fais une petite distance, tu peux te dire, bah, je peux rentrer à la maison rapidement. Mais là, quand tu pars sur une distance aussi longue, c'est quoi? C'est le fait d'avoir été chef d'entreprise, d'avoir eu envie depuis la tendre enfance de faire ce type de choses? Non, je pense que c'est… je pense que quelque part, il y a une certaine utopie il y a peut-être une certaine utopie que de dire à chaque pas, je vois un nouvel horizon, mais je pense que c'est ce que je cherche. L'horizon, moi, le matin, je me lève, je suis heureux de me lever, quoi. Je suis heureux parce que je respire, parce que je vis, parce que le soleil se lève ou parce qu'il pleut. Je m'en fous, moi, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il ne se fasse pas beau ou qu'il fasse 40 degrés, je marche pareil. Donc, je me lève et je fais ce que j'ai à faire. Je ne suis pas quelqu'un qui réfléchit longtemps, moi, le matin. Je suis un gars. Je fais comme tout le monde, je prends mon temps en me levant, mais enfin, j'essaye.
mais je ne réfléchis pas. Je croque la vie, je vis ma vie en fait, je la vis. Alors, moi, ce qui m'intéresse là, parce que je vois le temps qui tourne, donc il y a la frustration hein, qui commence à monter un petit peu. Mais si on revient sur cette notion de métier hybride ou de personnes touche à tout, qu'est-ce que ces différentes expériences et le fait de marcher comme ça sur des très longues distances, en quoi ça modifie tes choix de vie aujourd'hui et comment tu organises ta et tes vies professionnelles d'une certaine manière par rapport à ta vie privée et comment tout ça, ça fait un tout. Qu'est-ce que ça a changé entre l'avant et l'après, cet épuisement professionnel et ces grandes marches? Qui continue d'ailleurs. Qui continuent, oui, oui. Ouais. En fait, je pense que je suis réellement moi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de filtre, il n'y a plus de masque, il n'y a pas le chef d'entreprise ou le commercial ou le boulanger. Je pense qu'aujourd'hui, je me présente tous les matins comme Philippe, avec mes failles, avec mes blessures, avec mes bonheurs, mes ressentis, avec ce que je suis. Et encore une fois, c'est ce que je suis et sans filtre. Ça veut dire que quand j'aime, j'aime, quand j'aime pas, j'aime pas. Mais c'est ça. Et derrière, il faut vivre. Donc, j'ai des emplois, voilà, je travaille, j'ai des beaux contrats, ça va bien, mais encore une fois, c'est pour me permettre de mieux repartir. Voilà, je me satisfais pas de ça en fait. J'attends pas le chèque à la fin du mois. Là. C'est pas ça. Moi, c'est de rencontrer des gens dans mes expériences professionnelles, c'est d'échanger, c'est de m'ouvrir, d'essayer d'être en contact et puis de continuer à apprendre, que ce soit dans n'importe quel métier, je veux dire. Puis ma vie, en fait, pour faire une petite loupe par rapport à ce que disait Alain, j'ai l'impression que tous les matins, je recommence ma vie, en fait. C'est très particulier. J'ai pas un matin qui se ressemble, quoi. Voilà, je recommence. Il y avait dans les années 70-80, il y avait un mec qui avait écrit un bouquin qui s'intitulait « Tous les matins, je me lève ». Ben, c'est ça. Tous les matins, je me lève et je recommence ma vie, en fait. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est comme ça que je me ressens, en fait. Puis en même temps, le touche-à-tout fait en sorte aussi que il y a des moments, j'ai prévu de faire un truc, donc je le fais, mais si il se passe quelque chose, je le fais aussi. Donc, j'arrive à cumuler différentes choses. Sauf quand je marche, parce que je suis en dialogue avec mon pied gauche et mon pied droit. Donc, voilà. Audrey, qu'est-ce qu'il a dit là? Il est en dialogue avec son pied gauche, son pied droit? Ben oui, mais il n'y a rien d'étonnant à ça. Je ne parle pas à mes pieds, hein. Enfin, je ne sais pas. Essaie d'apprendre. Écoute, pourquoi Comment est-ce qu'on fait quand on est au Canada pour revenir du Canada? C'est parce que c'est l'Alsace? Parce que le Canada, ça paraît être l'Eldorado. En fait, moi, je suis parti parce que j'ai rencontré une Québécoise en allant à Compostelle en 98. Donc, je l'ai suivie, je l'ai retrouvée après au Québec, à Montréal, et ensuite à 650 km au nord-ouest de Montréal, dans la forêt boréale, où on est parti vivre. Pendant 2 ans, j'ai fait du développement de pistes cyclables et j'ai construit des ponts pour bosser. Et puis, j'ai monté un petit projet de boulangerie artisanale parce que c'était peut-être le moment, c'était le début des années 2000. Et la petite boulangerie est devenue très vite, comme l'a dit Audrey, un success story avec tous les honneurs locaux, régionaux, provinciaux, national au Canada et international, puisque la France est venue me remettre les insignes de chevalier du mérite agricole au Canada. Et on n'est pas beaucoup à avoir eu cet honneur-là pour ma contribution à la gastronomie française et à son art de vivre au Canada. Donc, c'est quand même un joli titre. Voilà. Donc, mais les belles médailles ont souvent un revers, comme toutes, voire même une tranche pas évidente.
Et je suis tombé et j'ai failli. Mais l'acceptation était difficile et à partir de là, j'ai décidé de vendre mon entreprise. Et mon petit garçon, lui, à 2 ans, a décidé de venir faire ses études en France. Donc, mon petit garçon qui a maintenant 16 ans. Et je l'ai suivi. Voilà, j'ai ramassé mes affaires et je l'ai suivi. Donc, je suis revenu en Alsace en gardant ma double nationalité puisque je suis citoyen canadien comme lui. Et je ferme la porte à rien. J'ai encore un pied à terre au Québec et je continue à suivre la vie nord-américaine, canadienne, québécoise avec grand plaisir. Inspirant, hein? Inspirant, Alain. Non? On t'entend plus? J'ai dit, je crois que je vais prendre la moto, je vais partir à Saint-Ex, à notre aéroport Lyon, Saint-Exupéry. Je vais décoller, je vais partir tout de suite, ça va être plus simple. Disons, inspirant, moi j'ai toujours la même question, Philippe, et souvent j'en parle avec Audrey. Moi j'ai pris le risque de partir en 1 heure de Paris, il y a très longtemps, et aujourd'hui je serais capable de repartir en 1 heure. Mais comme je l'ai dit, j'ai pris le risque. C'est-à-dire qu'il y a une notion de risque là-dedans. Il y a une notion de tout remettre en cause, de prendre toute sa vie et de dire, OK, je tourne la page quelque part. Et cette notion-là, elle est impressionnante quand même. Parce que bon, quand tu vas dans un endroit, encore, moi, quand je suis arrivé sur Lyon, je suis arrivé parce que j'avais des bases. Je connaissais des gens sur Lyon. Mais toi, tu es parti, tu connaissais donc une personne que tu avais rencontrée, mais à part ça, tu partais dans l'inconnu. C'est comme quand tu marches dans l'inconnu, tu dis je pars le matin, je sais pas parce que je dors le soir, si je dois résumer ce que tu as dit. Donc c'est ça qui est impressionnant. C'est exactement ça. Mais c'est impressionnant quand même. Est-ce que tout le monde n'est pas capable d'assumer ce truc-là, quoi? En fait, je pense que j'ai à l'intérieur de moi 2 choses. J'ai l'instinct et j'ai l'adaptabilité. C'est-à-dire que je pense que je me fonds dans l'environnement, c'est-à-dire à l'endroit où je suis, j'y suis bien. Si je ne suis pas bien, je continue à marcher, je me déplace. Mais je ne me suis jamais posé la question du risque. Du risque. Je ne me pose pas cette question-là. Mais ça, voilà. c'est vraiment très intéressant ce point-là, parce que les êtres humains, il ne faut pas oublier qu'on est avant tout des animaux. Donc les notions d'instinct et d'adaptabilité, ils sont totalement naturels. Alors certes, ce sont des aspects qu'on peut développer, mais on les a déjà en nous. Et pourquoi, pour beaucoup de personnes, on parle de cette notion de risque? Parce que notre foutue société moderne nous a foutu cette notion dans le crâne. Il y a des risques, il faut faire attention, il faut planifier, blablabla, blablabla. Et donc, pour la plupart de nous, on va dire occidentalisés, nous nous sommes coupés de nos capacités naturelles et nous avons donc peur de qui nous sommes. Nous avons réussi à avoir peur de qui nous sommes et à nous être amputés de nos propres capacités. Alors que l'instinct et l'adaptabilité, il n'y a rien de plus naturel et banal. Oui, sauf que là, je sais ce que j'ai, je ne sais pas ce qui peut m'attendre demain matin. N'est-ce pas, Philippe? Oui, mais c'est ça l'adaptabilité. Je me pose pas cette question-là, en fait. C'est ça qui est… L'exemple que tu as donné tout à l'heure, moi, j'arrive à un endroit, je suis fatigué, je marche. Prenons l'exemple du marcheur. Voilà, je suis dans une clairière, je suis quelque part, je vais m'installer là. J'ai dormi dans des endroits, moi, improbables, complètement… peut-être que la personne lambda n'aurait pas dormi là, moi, je dors là. Et en fait, je ne me pose pas la question de ce qui va se passer le lendemain. Là, je pense à adapter mon rythme pour me reposer, pour prendre le temps, pour, etc., manger, m'hydrater, voilà. Et le lendemain matin, ça sera le lendemain matin. Je sais juste par où je pars. Et qu'est-ce qui va arriver, j'en sais rien. Donc, cette notion de risque, je ne l'ai pas. J'ai un instinct qui me dit peut-être pas ça, mais
je ne me dis pas, parce que à ce moment-là, respirer, traverser la rue, à chaque fois, il y a un risque, donc on ne s'en sort pas. Alors, je marche. Et je marche et je vis mes vies professionnelles ou je vis mes vies sentimentales, voilà, avec des hauts et des bas, c'est la vie, c'est comme ça. Mais j'accepte. Et j'accepte ce qui m'arrive, je ne l'analyse pas, je le digère, je le comprends et je repars, je continue. Je suis en mouvement en fait. Tu n'es pas contraint par des habitudes. Non. Non, mais c'est ça. Enfin, je veux dire, la notion de risque, on peut aussi l'expliquer d'une autre manière. Si on regarde, je regarde parce qu'il nous reste très, très peu de temps avant de conclure, mais quand on entend parfois et qu'on observe certaines personnes dire, voilà, moi, je suis partie à l'étranger en vacances, j'avais envie de découvrir comment on vivait à droite, à gauche, mais arrivés sur place, ils veulent manger la même chose que chez eux. Ça questionne. Non, mais c'est typique, mais ça questionne cette notion d'habitude. Je veux du différent, je veux du nouveau, je veux de l'aventure, mais en même temps, il faut absolument que j'ai la même chose dans mon assiette et dans mon estomac. Et là, c'est là qu'on se rend compte que les personnes sont prisonnières de leurs habitudes, ce qui fait qu'elles en arrivent à parler de risque. Mais si on n'est pas contraint par des habitudes et qu'il suffit de regarder autour de nous, enfin, quand on est dans la nature, on a plus de chances de se nourrir que de chances de mourir empoisonné quand même. J'ai jamais été malade en buvant de l'eau des rivières ni de l'eau des fontaines, moi. Donc je sais pas. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, c'est juste sortir de conditionnements qui nous font croire qu'il y a des risques partout et qu'on a besoin d'une petite routine bien rodée pour vivre, alors qu'il y a plein d'autres manières d'expérimenter et de se sentir vivre. Je pense aussi que dans l'adaptabilité et l'instinct, il y a la frugalité aussi. Je ne peux pas passer à côté de ça. C'est de réapprendre à s'alimenter en fonction de ses besoins et non pas dans l'opulence, etc. Donc, le poids du sac en fait partie, voilà. En fait partie complètement. Ouais, tout à fait. Donc, ce que j'entends en plus, c'est j'ose et je me donne le droit d'oser. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de cogiter dans la tête de pas mal de gens. Moi j'ai fait plaisir à mes parents, j'ai fait une fac, j'ai eu un bac+4, puis après j'ai eu un bon boulot, et ensuite je me suis dit, tiens, non, j'ai envie de me faire plaisir. C'est surtout ça. Mais c'est le droit, c'est se donner le droit de faire. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens, face à cette pandémie, qui se disent, tiens, et si je faisais? Voilà. Oui. Et puis se trouver, enfin c'est ce que tu disais Philippe, se trouver, comprendre qui on est, comment on fonctionne, qu'est-ce qui nous fait du bien, vivre pour soi et pas vivre par procuration pour les autres. C'est ça, complètement. Le poids du sac, que je recommande vivement. Oui, c'est un premier roman, c'est d'avoir osé aussi, voilà, sans parachute, sans filtre, de dire, bah voilà ce que j'ai écrit, je suis édité France, Belgique, Québec, et le deuxième est là, il tourne et en cours. À suivre. Voilà, à suivre. Merci beaucoup Philippe. Merci, philippemachino.com pour ceux que ça intéresse d'aller voir un petit peu plus en détail sur son site. Et puis les conférences qu'il propose, enfin voilà, différents formats aussi qui peuvent intéresser les personnes qui nous écoutent pour d'autres projets à venir. Voilà, quoi. Moi, ça me donne juste envie de prendre mon sac et de repartir. Hein. Je suis rentrée il n'y a pas longtemps, mais j'ai envie de repartir. Merci Audrey. Merci Philippe.